Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Donc, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Un rendez-vous 100% foncier, 100% pro pour aborder concrètement, avec l'aide d'experts, différentes thématiques en lien donc avec les questions foncières et les nombreux enjeux qu'elles recouvrent. Alors, au menu du jour, la reconquête des biens présumés sans maître comme outil d'aménagement du territoire. Les communes ont en effet la possibilité de devenir propriétaires de biens pour lesquels aucune propriété n'a pu être établie. Cette procédure, vous allez le voir, permet de retrouver la maîtrise foncière de biens à l'abandon, souvent source d'ailleurs de nuisances ou de dangers, et ainsi les remettre en valeur. Alors avec nos deux intervenants, nous reviendrons tout d'abord sur la définition des biens présumés sans maître, pour ensuite préciser donc les bénéfices de ce type de procédure pour les collectivités locales. Puis nous tenterons d'apporter un éclairage le plus concret, le plus précis possible sur la mise en œuvre de cette démarche et sur l'accompagnement proposé par les services de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Alors sans plus attendre, donc j'ai le plaisir d'accueillir nos invités du jour, donc Renaud Combeau et Margot Millard. Margot Millard, donc bonjour, vous êtes juriste à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, précisément au sein du service régional environnement et collectivité. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Renaud Combeau, donc bonjour. Vous êtes depuis 2020 maire de la commune d'Aigre, commune rurale de 1600 habitants, si je ne me trompe pas, située donc au nord-ouest de la Charente. Ravi de vous accueillir également. Bonjour, c'est exactement cela. Je rappelle aux uns et aux autres que durant ce webinaire, donc vous pouvez réagir via le chat qui est situé donc à la droite de votre écran. Et en toute fin de rendez-vous, nous prendrons quelques questions et essayons d'y répondre. Margot Millard, donc je reviens vers vous tout de suite. Donc je rappelle, vous êtes juriste à la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez commencer en précisant ce que sont les fondements législatifs et réglementaires qui définissent et régissent les biens présumés sans maître ? Oui, alors c'est important effectivement de définir les biens avant de parler des avantages. Donc un bien sans maître ou un bien présumé sans maître, c'est un immeuble pour lequel en fait aucune propriété n'a pu être établie, comme vous l'avez évoqué. Il peut s'agir soit de bâtiments en ruine, de terrains en friche, de bois, de landes, et effectivement parfois ça peut être source de difficultés. On peut même trouver des terrains agricoles occupés et même parfois des terrains à bâtir. L'appropriation de ces biens, ça constitue en fait un mode d'acquisition de la propriété, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à entrer dans le patrimoine d'une personne publique via une procédure spécifique. Et cette procédure donc d'appréhension de ces biens présumés sans maître, elle est prévue aux articles L 1123-1 et suivant du Code général de la propriété des personnes publiques. Et elle a été modifiée par la loi d'avenir du 13 octobre 2014, où pour le coup, ils ont laissé le soin au préfet d'adresser une liste de biens non bâtis présumés sans maître aux communes. Alors, il y a une récente loi, je crois, qui date de 2022, qui est venue apporter des précisions sur justement ce qui est relevé ou pas des biens présumés sans maître. Oui, effectivement, les communes ont rencontré pas mal de difficultés depuis la loi de 2014, notamment parce qu'ils étaient contraints par cette liste du préfet et parfois on n'avait pas de réponse de l'administration fiscale concernant le recouvrement de la taxe foncière. Et donc, depuis la loi 3DS du 21 février 2022, il n'y a plus de distinction entre les biens bâtis et les biens non bâtis. Donc, le préfet n'a plus le soin d'adresser cette liste aux communes. Et donc, on a un peu plus de liberté. Et en plus de ça, il est venu ajouter une dérogation express au secret fiscal afin d'aider justement les communes à connaître plus facilement la situation du recouvrement de la taxe foncière des propriétés bâties et non bâties pour tous ces biens présumés sans maître. Est-ce qu'on peut entrer dans le détail? Alors, je vois, il y a un slide qui s'affiche à l'écran. Dans le détail des biens donc, qui relèvent de cette catégorie des biens présumés sans maître, Margot? Alors, effectivement, il existe deux catégories de biens. Donc, vous pouvez la voir apparaître à l'écran. Donc, il y a la première catégorie, c'est les biens sans maître. Donc là, c'est-à-dire que c'est les biens bâtis ou non bâtis issus de successions ouvertes depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successif ne s'est présenté. Donc ici, il s'agit d'une incorporation de plein droit. Et depuis la loi 3DS, dans certaines zones qui sont citées à l'écran, il peut s'agir de biens issus d'une succession qui est ouverte depuis plus de 10 ans et non réclamée.
Par contre, attention, il s'agit des successions qui sont ouvertes depuis le 1er janvier 2007. Et ensuite, on a une seconde catégorie de biens sans maître, donc les biens présumés sans maître, parce que là, ce n'est pas une incorporation de plein droit, contrairement à la première catégorie. Et donc là, les biens présumés sans maître, c'est les biens bâtis ou non bâtis, sans propriétaire connu, et pour lequel la taxe foncière, elle n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans, soit elle a été acquittée par un tiers. Et donc, pour chaque catégorie de biens, il y a des formalités qui sont différentes dans le cadre de la procédure. Il faut savoir que la procédure, elle est principalement dédiée aux communes, mais elles ont la possibilité de renoncer à exercer leurs droits au profit d'une EPCI à fiscalité propre dont elles seraient membres. Et du coup, c'est vraiment une réelle opportunité pour les collectivités, surtout face aux enjeux actuels. Et donc, il ne faut pas confondre bien présumé sans maître et friche. Hein. C'est deux statuts différents, on va dire. Oui, effectivement, on peut trouver une friche qui est un bien sans maître, mais on peut aussi avoir une friche qui appartient à un propriétaire ou qui est censée être exploitée par un agriculteur. Là, il faut faire une distinction. Un bien sans maître n'est pas forcément une friche. Ça peut être du bois, ça peut Précision, être un terrain à bâtir. Il peut même parfois être occupé par un agriculteur. précision importante. Merci Margot pour ces premières informations. Alors, rien de mieux qu'un exemple, et je me tourne vers vous, Renaud Combeau. Je rappelle que vous êtes depuis 2020 maire de la commune d'Aigre, commune rurale de 1600 habitants située au nord-ouest de la Charente. Peut-être, Monsieur Combeau, avant d'entrer dans le détail du sujet, un mot sur le contexte foncier d'une manière générale de votre commune et le contexte de votre commune d'une manière générale. Oui, effectivement, donc je suis maire de la commune d'Aigre, comme vous l'avez dit, dans le Nord-Charente, une commune nouvelle, issue de la fusion de 2 communes depuis 2019, Aigre et Ville-Jésus, une commune rurale, donc d'une superficie de 23 km². Voilà, comme je l'ai dit, commune rurale, c'est-à-dire avec une majeure partie de terrains agricoles et également avec une certaine surface boisée. Et on a d'ailleurs sur la commune une forêt communale. Peut-être nous préciser ce qui vous a conduit finalement à vous intéresser à cette question-là. Est-ce qu'à l'origine, il y avait des problématiques, des objectifs qui étaient identifiés, qui vous ont conduit donc à regarder de près le sujet? Effectivement, au départ, c'est presque par accident, si je puis dire, qu'on est tombé sur la procédure des biens vacants et sans maître, en étant confronté à la situation d'une parcelle qui était occupée illégalement par des personnes et donc qui posait problème. Et lorsqu'on s'est intéressé à la situation de cette parcelle et donc à la question de la propriété, on s'est rendu compte que son propriétaire était décédé depuis plus de 30 ans, sans succession connue, et donc sans autre propriétaire établi. C'est ce qui nous a fait donc connaître la notion de bien vacant et sans maître. Et c'est par ce problème-là qu'on est entré dans la procédure. Et ensuite, avec l'accompagnement de la SAFER, on a pu essayer de mieux cerner ce que cela représentait. Et on y a vu forcément effectivement différents intérêts et objectifs, puisque notamment notre volonté, c'était de pouvoir mieux maîtriser ce foncier, pour pouvoir résoudre des situations problématiques comme celle que je viens de vous indiquer, notamment régulariser des situations des agriculteurs, des exploitants par exemple, et puis donc avoir une meilleure maîtrise foncière, notamment pour éviter des vides juridiques sur certaines parcelles qui pouvaient poser problème. Donc au départ, une problématique de bien vacant, on va dire, hein, et sans que vous ayez nécessairement un pressenti initial sur un quelconque potentiel qui pourrait venir en appui des projets qui pouvaient être les vôtres au niveau communal. Effectivement, le deuxième objectif que l'on a vu ensuite, c'est de se dire que l'incorporation des biens vacants sans maître pouvait être un outil pour améliorer, pour contribuer à un meilleur aménagement du territoire, pour contribuer à certains de nos projets, le fait d'avoir des unités foncières plus importantes pour cela, mais on ne savait absolument pas quel serait le volume des biens incorporés, et donc on avait beaucoup de mal à avoir une idée de ce que cela pouvait représenter.
Monsieur Combeau, merci pour ce premier éclairage. Je rappelle à nos internautes donc vous pouvez poser vos questions donc sur le chat qui est situé à droite de votre écran et en fin de webinaire, donc nous essaierons de répondre au plus grand nombre de ces questions. Margot Millard, je reviens vers vous, juriste à la SAFER Nouvelle-Aquitaine. On évoquait à l'instant donc avec Monsieur Combeau la question de l'évaluation du potentiel foncier des biens présumé sans mettre, pardon. Le point de départ de ce type de démarche, c'est une réflexion globale ou ça peut être du coup par coup en fonction, voilà, comme le citait Monsieur Combeau, d'un problème spécifique à résoudre? Quel est votre point de vue sur la manière d'aborder le sujet? Alors, on a différents types de cas. Il y a des communes qui parfois vont se manifester parce qu'il y a un bien qui va poser des difficultés effectivement, comme sur la commune de Aigre, une habitation qui était en ruine et qui peut poser des difficultés chez les voisins. Ou soit un agriculteur qui vient nous voir parce qu'il y a une parcelle qu'il occupe et il ne retrouve pas le propriétaire, il aimerait régulariser sa situation. Ou soit c'est quand les conseillers fonciers du service environnement collectivité, lors de rencontres avec des communes, qui vont faire part de notre accompagnement et là, ils vont demander à avoir plus de renseignements. Mais c'est vrai que c'est important de s'interroger sur l'existence ou non des biens qui pourraient exister sur leur territoire. Et des fois, c'est un peu difficile de pouvoir un peu visionner le potentiel qui pourrait être sur une commune. Et c'est pour ça qu'on propose aux collectivités une liste de biens qui pourraient être présumés sans mètres. Euh, donc, il faut savoir qu'à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, on a accès aux données cadastrales. Et en fait, on va faire une analyse de ces données et on va regarder tous les biens qui appartiennent aux personnes qui sont nées avant 1920 et aussi les biens pour lesquels en fait, on n'arrive pas à identifier le propriétaire parce qu'il va manquer des informations et donc on va imaginer que potentiellement, il pourrait être présumé sans mètres. Du coup, cette liste, elle va constituer en quelque sorte notre base de travail et qui sera étudiée avec la commune et qui nécessitera éventuellement un tri lors d'un état des lieux avec le conseil municipal ou la secrétaire de mairie ou des élus qui connaissent bien le territoire. Et puis, on va regarder également s'il y a certains biens qui sont situés dans des zones à enjeu, si par exemple on est en zone Natura 2000, si on est en zone espace naturel et sensible, si on est dans une aire d'alimentation de captage d'eau potable. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous a affiché là à l'écran le résumé du potentiel qu'on envoie en général aux communes. Et donc là, c'est le potentiel qu'on avait envoyé à la commune de Aigre. Donc, il y avait un potentiel d'environ 45 hectares qui correspondait au final à un total de 261 parcelles et 155 comptes de propriété. Donc, il s'agit principalement de petites parcelles en nature de taillis ou de terre au cadastre. Et là, vous pouvez voir aussi à l'écran, du coup, la carte de la commune. On voit que c'est plutôt bien réparti sur l'ensemble de la commune. On peut trouver des biens bâtis, des terres agricoles, etc. Donc, en gros, là, la procédure, elle est toujours en cours. On ne l'a pas terminée, hein, c'est assez long. Et là, à ce jour, suite à nos recherches, il ressort environ 18 hectares présumés sans mètres et 85 arts qui sont issus de succession verte depuis plus de 30 ans. Et donc là, on a fait des photos un peu des biens qui sont présumés sans mètres. Hein. Donc, il y a cette fameuse ruine qui posait difficulté, qui avait fait l'objet d'un arrêté de péril par la commune d'Aigre. Et donc, qu'on voit en photo. On a aussi des parcelles de terres agricoles occupées. Et donc, éventuellement, la commune pourra éventuellement régulariser la situation des occupations ou elle pourra vendre ces parcelles même aux occupants. Et on a aussi des parcelles de landes, de bois taillis
Et du coup, ça pourra permettre finalement à la commune d'Aigre de renforcer un peu sa forêt communale, ou soit l'entretenir, ou soit parfois même éviter de la cabanisation. J'imagine que, s'agissant de recenser ces biens présumés 100 mètres, le potentiel est variable d'une commune à l'autre, qu'il y a des disparités en fonction des territoires, de la déprise agricole aussi possiblement, voire même de la valeur des terres. Parce que bon, on peut imaginer que plus la valeur va être élevée, moins il y aura de biens vacants en tout cas. Oui, c'est vrai. Euh, alors, sur la région Nouvelle-Aquitaine, on a fait je vous ai dit, on fait un tri sur les données cadastrales. Donc, environ, il ressort 58 000 hectares de comptes de propriété où les personnes ils sont nées avant 1920, ou soit il manque des informations pour identifier les propriétaires. Donc, c'est une surface à étudier, hein, parce qu'il faut savoir que le cadastre, c'est pas forcément une donnée fiable, c'est un document administratif qui est utilisé pour établir les impositions foncières. Donc, c'est pas une preuve de propriété, donc c'est un potentiel à étudier. Mais il ressort finalement qu'il y a un gros potentiel et qu'il y a une diversité effectivement de biens, de valeurs et forcément la valeur d'un bien en appellation AOC et un bien en nature de forêt où il n'y a pas de zone spécifique n'aura pas la même valeur. Et les enjeux sont complètement différents d'un département à un autre, d'une commune à une autre. C'est à analyser et à étudier avec la commune. Mais en général, souvent sur la région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit les communes ou les EPCI, elles ont toujours manifesté un intérêt pour connaître son potentiel. Parce qu'il faut savoir que le foncier, maintenant, c'est devenu un enjeu majeur, hein. Et la valeur financière, évidemment, est intéressante pour les collectivités, mais pas seulement. Parce que aujourd'hui, comme je vous ai dit, le foncier, c'est un enjeu majeur. Et c'est précieux pour les territoires qui, désormais, sont contraints à une plus grande sobriété. Et avec l'objectif zéro artificialisation nette, les collectivités devront réduire de moitié leur consommation de foncier d'ici 2030. Donc, c'est intéressant de saisir l'opportunité des biens sans maître. On a bien compris. Alors, si j'ai bien compris également, donc le démarrage de la démarche et de la procédure, c'est le recensement. Est-ce qu'on peut revenir peut-être et préciser ce que sont les grandes étapes de la mobilisation? Parce que c'est pas le tout de recenser. Ensuite, il va falloir mobiliser. J'imagine que tout ça prend beaucoup de Renaud Cambo pourra nous en dire un mot également. Le plus chronophage, une fois qu'on a recensé, c'est d'identifier et puis de relancer les possibles propriétaires. Oui, alors effectivement. Donc, comme je vous ai dit, on regarde le potentiel, on étudie la liste avec la commune. Souvent, on fait une première réunion où je leur fournis un plan et cette liste et on étudie ensemble. Et après, je lui laisse la possibilité, soit à partir des éléments que je lui ai fournis, elle fait la procédure seule parce elle se sent capable et il n'y a pas de souci. Ou soit elle décide de se faire accompagner par la SAFER Nouvelle-Aquitaine, mais après, elle a aussi la possibilité de se faire accompagner par d'autres organismes et notamment le notaire a la possibilité d'accompagner les communes dans cette démarche. En général, c'est les petites communes en milieu rural qui ont un réel besoin d'être accompagnées pour la procédure, parce qu'elles n'ont pas forcément les compétences ou le temps nécessaire pour consacrer entièrement cette procédure qui quand même demande des recherches, du temps, etc. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'elle valide notre accompagnement, moi, je vais la suivre à chaque étape. Donc, c'est-à-dire que je vais fournir un premier modèle de délibération. Ensuite, je vais lui donner les modèles de courrier et lui expliquer ce que je vais faire comme démarche. Donc, je vais faire les demandes de renseignements au service de la publicité foncière, les demandes d'état civil. Et une fois qu'on a recueilli toutes les pièces, finalement, on fait un petit bilan pour savoir dans quelle catégorie de bien on est, si c'est un bien présumé 100 mètres ou si c'est un bien 100 mètres.
et je vais lui donner l'arrêté à prendre. Soit ce sera un arrêté d'incorporation si c'est un bien sans maître de plein droit, et si c'est un bien présumé sans maître, il y a des formalités de publicité à faire de 6 mois. Et donc, je vais lui donner l'arrêté et je vais la relancer pour prendre cet arrêté et pour le prendre aussi après ce délai de 6 mois. Donc, c'est assez lourd et effectivement, comme je vous ai dit, il y a certaines communes qui sont démunies et elles ont ce besoin d'être accompagnées, d'être aidées, d'être relancées. Donc, effectivement, mon travail, c'est un gros travail de relance parfois, mais aussi d'aide parce qu'il peut avoir aussi une personne qui va se manifester pendant le délai de 6 mois, qui va réclamer la propriété du bien et je vais pouvoir guider finalement la secrétaire de mairie ou le maire dans la réponse à apporter à ces personnes. Alors, si j'ai bien compris, donc recensement du potentiel, travail initial, repérage ensuite donc des propriétaires potentiels concernés. Vous avez évoqué donc la notion de prestation, enfin d'incorporation. C'est la phase ultime en fait, une fois que on a repéré et qu'on sait ce qu'il en est précisément, on peut procéder à l'incorporation. Comment ça se passe Alors concrètement? après cette publicité, pardon, excusez-moi de vous avoir coupé. Je vous en prie. Après cette publicité de 6 mois, du coup, il y a une délibération à prendre pour les biens présumés sans maître. Et ensuite, après cette délibération, il faut prendre à nouveau un arrêté d'incorporation et ça va constituer finalement le titre de propriété de la commune. Et ce titre de propriété doit être enregistré au service de la publicité foncière et il faut évidemment les mentions obligatoires pour le service de la publicité foncière, donc c'est-à-dire la certification du maire, parce que le maire, c'est un officier public, au même titre finalement qu'un notaire, il a la possibilité d'authentifier un acte. Et il faut évidemment l'origine ou expliquer pourquoi c'est un bien qui est présumé sans maître, expliquer qu'on a fait les recherches nécessaires et il faut donner une valeur au bien. Et donc la SAFER, c'est notre cœur de métier, hein. On a accès à l'ensemble des valeurs, des notifications des notaires, donc on connaît le marché foncier, donc ça peut nous permettre de donner une estimation de ces parcelles en vue de publier l'arrêté d'incorporation au service de la publicité foncière. Donc, une fois que tout a été enregistré, finalement, la commune est titrée et elle peut réaliser ses projets ou faire réaliser une vente, soit seule ou éventuellement avec l'accompagnement de la SAFER. Et du repérage jusqu'à l'incorporation, est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée de ce que sont les délais moyens nécessaires? Alors, la procédure, elle est assez longue, à savoir que la première catégorie, c'est la plus rapide. Sauf qu'il faut faire des demandes d'état civil, des demandes d'état hypothécaire. En général, on fait pour l'ensemble. Donc, ça peut, pour en tout cas les biens présumés sans maître, sachant qu'il y a une publicité de 6 mois, ça peut durer 18 mois, voire plus, vu qu'il y a pas mal de pièces à recueillir, faire une enquête, aller voir les parcelles. Il faut être prudent et s'assurer qu'il n'y a pas d'occupants ou d'éventuels propriétaires qui pourraient se manifester. Donc minimum 18 mois, de toute manière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, à date, combien d'opérations de ce type vous avez déjà réalisées au sein du service dédié à la SAFER Nouvelle-Aquitaine? Alors, à ce jour, on accompagne 50 procédures, 50 communes. Donc, on a 50 procédures en cours sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Je reviens vers vous, Renaud Combeau. Donc, je rappelle que vous êtes maire d'Aigre en Charente. La procédure pour vous est presque achevée, on n'est pas loin du terme. Vous avez donc peut-être un premier recul par rapport à cette démarche. Quels sont, selon vous, les bénéfices identifiés de la collaboration qui est la vôtre avec les services de la SAFER? Est-ce que c'est, comme on l'évoquait, un gain de temps? Est-ce que c'est peut-être une sécurité supplémentaire aussi pour limiter tout type de risque? Parce qu'on a vu que ça pouvait être complexe d'un point de vue administratif.
Effectivement, c'est tout cela à la fois. Pour résumer, avec l'accompagnement de la SAFER, on se sent moins seul face à l'ampleur de cette procédure. Je pense que vous l'avez compris dans la description de l'ensemble des étapes à mener, des procédures qui doivent être respectées. Une commune aura du mal à se lancer seule pour incorporer l'ensemble, ou du moins un certain nombre, des biens vacants et sans maître sur son territoire. Donc effectivement, c'est avoir un gain de temps, alors non pas peut-être dans le déroulé de la procédure, mais dans la manière dont on travaille ensemble. Typiquement, Margot Minard vous a présenté la manière dont on travaille ensemble avec l'envoi au préalable de cette liste avec des biens qui semblent être des biens sans maître, avec notamment donc les comptes les comptes propriétaires pour les personnes nées avant 1920. Souvent, ce sont des personnes qui sont nées sur la commune ou aux alentours. Et donc, par exemple, la mairie, en complément de la SAFER, peut tout à fait faire les demandes d'actes, notamment quand c'est dans l'état civil de la commune, c'est plus simple. Donc, effectivement, faire des recherches, voir s'il y a en mention marginale une mention de décès, ce qui va nous indiquer, le cas échéant, si la personne est décédée, du moins si une mention a été portée sur l'acte, et donc avec un lieu, une date de décès, ce qui indiquera aussi tout de suite si c'est plus ou moins de 30 ans. Par aussi la connaissance du terrain, on va pouvoir identifier certaines situations problématiques et donc identifier clairement la situation juridique du bien. Donc le gain de temps, il est voilà, sur vraiment l'étroite collaboration que l'on va mener ensemble. Et l'aspect sécurité juridique, il est primordial puisque que ce soit au moment du lancement de la procédure, on a quand même besoin d'être cadré sur ce que sont et ce que ne sont pas les biens vacants et sans maître. Et après, c'est surtout au moment de l'incorporation, bien sûr, où il y a la nécessité d'être bien accompagné pour faire le lien aussi avec le service de la publicité foncière, avec les services de l'État aussi, pour bien réexpliquer parfois ce qu'est la procédure. On l'a vu lors de nos échanges, parfois avec certains partenaires, la notion de bien vacant et sans maître n'était pas forcément très bien appréhendée non plus. Donc là aussi, c'était très précieux pour nous d'avoir cet accompagnement. J'imagine que dans une commune de votre strate, hein, donc habitants, je le rappelle, l'engagement de la commune dans ce type de démarche réclame un investissement en temps non négligeable, bien sûr, de vos agents, mais ils sont peut-être pas très nombreux, et surtout des élus, à commencer par vous peut-être, monsieur le maire. Oui, en fait, très concrètement, par contre, propriété, on a fait donc des dossiers. Vous avez vu le potentiel, hein, ça représente plus de 150 comptes propriétaires. Donc, à chaque fois, un dossier, et puis on a tout noté sur les recherches d'actes, etc. Donc, c'est effectivement avec l'aide des agents de la mairie pour les recherches d'actes, pour les extraits cadastraux, et puis avec un collègue adjoint, on se fait on se bloque des soirées entières même pour faire le tri, faire la recherche des actes, parce qu'effectivement, voilà, ça demande un investissement et du temps. Et comme c'était souligné tout à l'heure, un investissement sur le long cours. Voilà, on ne va pas incorporer en un claquement de doigts les biens vacants et sans maître. Donc, il faut que ce soit vraiment une volonté municipale et que l'investissement en termes de temps et d'énergie à y consacrer soit sur l'ensemble de la procédure. J'imagine, alors avec le petit recul qui est le vôtre, hein, je le répète, puisque cette procédure n'est pas tout à fait achevée, est-ce que vous diriez que cette reconquête des biens présumés sans maître sur la commune, ça va constituer pour vous une opération comptable positive au regard voilà, du temps passé, des coûts induits et de ce que vous allez pouvoir récupérer en termes de potentiel? Et alors, clairement, hein, vous l'avez compris lorsqu'on a évoqué les objectifs tout à l'heure, le gain financier n'était pas l'objectif de la commune quand on a lancé la procédure. Il y a des coûts qui sont notamment ceux liés à la publicité foncière, parce que quand on demande, et que la SAFER nous accompagne dans la demande des extraits au service de la publicité foncière, forcément, ça, c'est un coût auprès du service de la publicité foncière. Plus le coût de l'accompagnement, mais il faut quand même souligner qu'effectivement, le fait d'incorporer ces biens peut nous permettre de les revendre, par exemple, notamment dans le cas des terres qui sont déjà cultivées, voire selon les situations de mettre en fermage,
ou également, je le disais tout à l'heure, alors c'est pas un bénéfice financier direct, mais ça peut permettre de faciliter un aménagement ou une opération, par exemple. Donc, c'est un bénéfice néanmoins. Donc, effectivement, une opération qui est bénéfique, pas que sur le plan comptable. Et alors, au-delà du respect de toutes les procédures, hein, et la SAFER est là pour vous accompagner sur ce sujet-là et être sécurisé, est-ce que vous diriez que par ailleurs, il est important pour la bonne acceptation de ce type de démarche au plan local, d'avoir une communication à l'adresse des administrés d'ailleurs, pour les informer? C'est quelque chose qui est important pour ne pas éveiller de critiques ou d'incompréhension liées à la méconnaissance de la démarche? Oui, d'une part parce que c'est effectivement une opération qui est menée au bénéfice de la commune. C'est bien pour faciliter la maîtrise du foncier par la commune, pour débloquer certaines situations, et non pas pour spolier des propriétaires, parce que de toute façon, ils n'existent plus. Mais donc effectivement, ça nécessite une bonne communication. Nous, c'est ce qu'on a fait via le bulletin municipal notamment. On en a parlé aussi à plusieurs reprises en conseil municipal. Et c'est également nécessaire pour parfois nous accompagner dans la recherche des informations sur la situation de telle ou telle parcelle. Et effectivement, à la suite de la publication que j'ai faite dans le bulletin, j'ai été contacté par exemple par des personnes qui avaient connaissance de la situation de telle parcelle. Et voilà, ça permet effectivement aussi de faciliter la procédure. Si vous aviez un message à faire passer auprès de vos collègues, ils sont nombreux avec nous cet après-midi à vous écouter, s'agissant peut-être de lever quelques freins, hein, pour décider les collectivités donc à s'engager, quels seraient les messages que vous auriez envie de leur faire passer, Bien, au-delà de ce qu'on a déjà évoqué? Moi, le premier des messages, hein, ce serait de pouvoir anticiper et donc de mener à bien la procédure d'incorporation des biens vacants et sans maître. Je pense que c'est d'autant mieux vécu que c'est une volonté municipale, donc que c'est un travail collectif de l'équipe municipale et des agents, on l'a souligné tout à l'heure, et que c'est un travail qui est anticipé, puisque c'est une procédure au long cours, et ça permet en fait euh, en amont de débloquer certaines situations. Quand on est sur un projet d'aménagement de zone ou d'un lotissement, par exemple, et qu'on tombe sur une parcelle qui relèverait des biens vacants à 100 mètres, forcément, ça va complexifier le projet. Alors que si on a anticipé cette question des biens vacants et 100 mètres, qu'elle est déjà soldée, ça permet ensuite de faciliter la chose. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'importance de la maîtrise du foncier. Donc forcément, j'invite mes collègues et les communes à lancer cette procédure, ne serait-ce qu'avoir l'estimatif des biens, pouvoir identifier les situations. Je pense que c'est très important pour les communes. Donc un outil de maîtrise foncière et un outil d'aménagement du territoire pour mener à bien les projets de la collectivité. Margot, je reviens vers vous et puis ensuite on va prendre les questions. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc on va essayer d'en traiter un maximum. Et en tout état de cause, si on ne peut pas tout prendre aujourd'hui, il y aura une foire aux questions qui sera organisée derrière pour répondre précisément à tous les questionnements qui sont les vôtres aujourd'hui. Un mot, Margot, pour parler de l'organisation qui est la vôtre, c'est-à-dire moi, élu communal, je veux engager une réflexion autour de cette question-là. À qui est-ce que je m'adresse? Je m'adresse au plan local, je viens directement vers vous au plan régional, puisque vous êtes référente régionale sur le sujet. Alors, soit vous contactez le conseiller service environnement collectivité. Donc, on a une plaquette qui désigne On l'ensemble a à des l'écran d'ailleurs, là, conseillers, voilà. voilà, qui est affiché là à l'écran. Donc, vous avez des conseillers par département. Ou soit vous pouvez me contacter directement et je pourrais répondre à vos questions et éventuellement vous adresser le potentiel qui existe sur votre commune. Donc, il existe dans chaque département, au sein du service local, donc un référent qui pourra orienter vers vous ou vous directement au niveau régional, hein. C'est bien ça l'information? C'est bien ça, oui. Bon, très bien. Écoutez, merci à tous les deux. Et puis, on va prendre les questions. On a une dizaine de minutes devant nous, donc ça va nous permettre de répondre à un certain nombre. Et je le répète, donc, il y aura une foire aux questions sur l'adresse conférence au pluriel-saferena.fr
où on répondra donc à toutes les questions qu'on aura pu prendre. Alors, dans l'ordre de l'arrivée des questions, quelqu'un nous dit « Nous sommes en recherche d'éventuels héritiers d'une parcelle de terrain qui serait présumée 100 mètres. Doit-on se rapprocher de la trésorerie pour savoir si la taxe foncière a été réglée ?» Alors, déjà, pour cette parcelle, il faut regarder qui ressort au cadastre et il faudrait demander éventuellement un état hypothécaire. Donc, la demande de renseignement au service de la publicité foncière, c'est la donnée la plus fiable. Donc là, vous pourrez voir l'origine du bien et avoir éventuellement, s'il y a eu une succession qui a été faite, on va voir apparaître une attestation de propriété. Ou soit votre état hypothécaire il va être vide et c'est peut-être une origine antérieure à 1956. Ça Donc, peut remonter loin. antérieurement à 1956, on n'a pas d'informations au service de la publicité foncière, c'est les archives départementales, donc c'est un peu plus compliqué pour avoir les éléments. Et donc, à chaque fois, si vous voulez avoir des renseignements sur un bien, c'est le premier document qu'il faut demander. C'est là où vous aurez l'origine de propriété et le nom exact de l'éventuel propriétaire. Sur le cadastre, comme je vous rappelle, ce n'est pas une donnée fiable, c'est juste, c'est pas un élément de preuve, c'est juste un document administratif. Très bien. Autre question, nous avons reçu un bien où la succession n'a pas été faite depuis le remembrement de 1977. Tous les propriétaires concernés sont décédés. La procédure d'acquisition du bien sans maître de plein droit peut-elle être appliquée en référence à l'article L.1123-2 du Code général 3P? Je ne sais pas ce que ça veut dire précisément, mais vous allez nous le dire. C'est l'article qui définit la procédure. Comme je vous ai dit, oui, effectivement, il y a la première catégorie, c'est une incorporation de plein droit pour les biens qui sont issus d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans. Donc, il faut regarder si la personne est décédée depuis plus de 30 ans. Et il faut savoir qu'avant le délai de 30 ans, c'est les successions en déshérence. Et donc, c'est le service des domaines qui en ont la gestion. Donc, il faudrait les questionner, déjà savoir s'ils n'ont pas eu connaissance de cette succession en déshérence. Et ensuite, s'ils n'ont pas de réponse à vous apporter et que vous êtes certain que la personne est décédée depuis plus de 30 ans et qu'il n'y a rien qui ressort dans l'état hypothécaire, donc la demande de renseignement au service de la publicité foncière, et que si éventuellement vous avez les contacts du notaire qui s'était occupé de la famille ou autre, vous pouvez le contacter et s'assurer qu'il n'y a pas de succession en cours et que finalement, elle est bien sans maître. C'est une des recherches. En fait, c'est un peu le travail du généalogiste qui doit retrouver les héritiers et s'assurer qu'il n'y a pas de successible et que c'est pas en cours. Et on comprend mieux pourquoi la procédure peut s'avérer chronophage. Autre question, dans la définition d'un bien sans maître, quid des parcelles dont la taxe foncière est inférieure à 8 €? J'imagine qu'il y a un seuil. Oui, alors il faut savoir que pour remplir la condition d'un bien présumé sans maître, je vous ai dit qu'il fallait que la taxe foncière ne soit pas acquittée depuis plus de 3 ans, ou soit elle a été acquittée par un tiers. Les parcelles qui sont en dessous du seuil de recouvrement peuvent être intégrées dans la procédure. Ça remplit la condition. Les parcelles également exonérées de taxes foncières. De toute façon, dans le cadre de la procédure, il y a une étape importante où il faut interroger les services fiscaux. Il y a un formulaire qui est en ligne dans le cadre de cette procédure où il faut l'envoyer au service des impôts qui vont vous répondre si ça a été acquitté ou non depuis plus de 3 ans. Ils ont l'obligation de vous répondre depuis la loi 3DS. Alors, autre question, merci Margot. 2 questions en une d'ailleurs. Comment avoir la liste des biens sans maître et comment les évaluer? Alors j'imagine on a commencé à répondre à la question, parce que si j'ai bien compris, c'est un travail d'investigation au départ. Il n'y a pas de liste existante précisément. Il faut aller à la pêche. Alors, comme je vous l'expliquais tout au long de ce webinaire,
il y a soit la commune, elle a connaissance d'un bien qui est abandonné et donc elle va partir sur cette base, ou soit je vous ai dit, je peux vous apporter un potentiel. C'est-à-dire que ma liste, c'est une liste qui est sortie à partir d'un tri qui est fait sur les données cadastrales. Donc, je vais regarder tous les comptes de propriété où les personnes sont nées avant 1920, ou soit les comptes de propriété où on n'a pas d'informations pour retrouver le propriétaire. Par exemple, je sais pas, on n'a pas la date de naissance, on n'a pas d'adresse, ou il manque un nom, ou soit c'est marqué domaine propriétaire inconnu. Donc, tous ces critères vont nous apporter un peu des indices pour savoir si éventuellement ça pourrait être injecté dans la procédure. Après, c'est à vérifier sur le terrain. De toute façon, au cours de la procédure, on fait toutes ces recherches. Ok, autre question. Comment savoir si la taxe foncière n'a pas été payée? Alors, comme je vous l'ai précisé auparavant, il y a un formulaire qui est en ligne et il faut envoyer tout simplement ce formulaire avec votre délibération qui lance la procédure. Vous l'envoyez au service des impôts, à la DGFiP, et ils vous répondront dans le cadre de la procédure si la taxe foncière a été acquittée ou non. Merci pour la réponse. Et dernière question en ligne. Quid des lots à propriétaires inconnus dans les… Alors, c'est un acronyme BND. J'avoue humblement ne pas savoir de quoi il retourne, mais vous allez nous préciser sûrement. Alors, il parle ici des biens non délimités. D'accord. Alors, effectivement, les biens non délimités, c'est particulier. En final, c'est un bien où il y a plusieurs propriétaires, mais on ne connaît pas les limites de propriété. Et souvent, au cadastre, il va avoir différentes divisions. Donc, par exemple, pour un bien, on peut avoir 4 propriétaires différents qui auront soit 10 arts, soit 20 arts, etc. Et donc là, c'est effectivement difficile parfois pour retrouver les propriétaires de ce bien non délimité. En général, au cadastre, ils mettent bien les subdivisions et les noms des personnes, mais c'est pas parce que c'est un bien non délimité que c'est forcément un bien sans maître, hein. Donc là, c'est plus délicat, la procédure, parce qu'il faut vérifier pour chaque subdivision si le propriétaire est bien absent, inconnu. Donc la démarche est un peu plus longue. Sinon, vous allez récupérer qu'une seule subdivision. Très bien, merci pour ces dernières précisions. Donc, on est arrivé au terme. Donc, je rappelle de toute manière que le service communication de la SAFER Nouvelle-Aquitaine organisera donc une foire aux questions donc, pour répondre précisément à toutes les autres questions qu'on a reçues. Voilà, donc vous pouvez le retrouver sur conférence au pluriel-saferena.fr pour avoir donc les réponses à toutes les questions posées. Margot, donc juste un tout petit rappel et ultime rappel. Hein, donc, si j'ai besoin de contacter la SAFER pour engager une réflexion et peut-être une démarche, je m'adresse à mon conseiller foncier au plan local ou je viens vers vous au niveau régional. L'adresse mail a été précisée tout à l'heure. Elle a quitté l'écran, mais elle pourrait revenir. Sur ce, donc, il me reste donc à vous remercier tous les deux, Margot Millard, donc juriste à la SAFER Nouvelle-Aquitaine, et Renaud Combeau, maire de Aigres, qui a accepté de témoigner. Je vous remercie donc à tous pour votre forte participation, hein, plus de 350 inscrits donc pour ce webinaire. Je vous rappelle également que vous pourrez retrouver l'intégralité donc de nos échanges grâce au replay donc sur la chaîne YouTube de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Merci encore d'avoir suivi donc ce live de la SAFER Nouvelle-Aquitaine. Prochain rendez-vous le 29 juin à la même heure. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée. Au revoir. Merci. Merci à vous, au revoir.